Gbagba dans la Goue et Odonchou dans l'Ogou. Les populations de ces localités sont en effervescence. Elles célèbrent leur fête des moissons. Finale de la CAN Maracana 2015 à Lomé, le Togo a décroché le trophée dans la catégorie vétéran. Au niveau des seniors, c'est la Côte d'Ivoire qui a été sacrée championne. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition. Fête des moissons dans la Goue. Les populations locales et les fils de la diaspora ont célébré Gbagba 2015, une communion autour des valeurs ancestrales, pour célébrer à la fois les récoltes et la fierté d'appartenir à la même identité culturelle, des retrouvailles ponctuées de rituels sacrés au rythme du folklore local. Sylvain Abdou. Dans ce couvent, l'illustration de la tradition s'est faite autour du personnage mythique Apetofia par les prêtres et prêtresses, une des divinités vénérées d'Agou. Nous sommes à la fête traditionnelle Gbagba, un moment de retrouvailles des natifs d'Agou. D'abord, cérémonie rituelle dans la forêt sacrée pour remercier les membres des ancêtres. Puis, visite touristique sur la montagne à la découverte des réalités historiques de ce peuple. Et enfin, sortie de l'homme type de son couvent sous l'apparence d'un véritable fauve en grande parade entouré d'autres adeptes. Des moments culturels émouvants appréciés ici à leur juste valeur. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça génial. La façon culturelle et puis rechercher ici, c'est différent qu'en Europe. Papa est arrivé avec les aïeux, les anciens, surtout les chasseurs qui étaient devant. Et il est venu ici. Vous voyez par exemple, avant-hier, en fait, après 2 ans, à Mérène, ici on fait Gbagba, les gens ont trouvé une terre fertile, une culture de ça, des malades de paysans. Et ils ont tellement de récoltes, des bêtes que, à une certaine période, au moment de Gbagba, ils avaient tous les gens qui mangent à sa cité. Et ça déborde, ça dit qu'il en reste. La fête traditionnelle Gbagba marque également le début de la consommation de la nouvelle igname et la fin de la saison agricole. C'est aussi une période où les fils et filles du milieu réfléchissent sur le développement local. Cette cérémonie, nous allons entrer dans la récolte, ce qui fait que nous aurons abondamment de l'hiver et qui fera profit que nous allons passer à tout moment. Plusieurs divinités sont évoquées au cours de cette manifestation dont la déesse Gbagba m'a donné à ce temps parlant. Des valeurs ancestrales à sauvegarder, selon le ministre Guy Madié Lorenzo. C'est une fête qui nous permet de nous ancrer et de nous rappeler de nos traditions, de nos cultures. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun clivage d'aucune sorte. Tout le monde est rassemblé pour cette fête-là. La culture doit être mise aujourd'hui au service de la paix et du développement et de la cohésion nationale. Et ce sont des valeurs qui sont chères au cœur du président de la République et du Premier ministre. Et si vous avez souvenir de ce qu'il a annoncé devant la représentation nationale, c'est qu'il veut faire de la culture un fer de lance de la cohésion nationale. Diverses activités socio-culturelles organisées à cet effet ont permis de dégager les meilleurs. Ces derniers ont reçu des récompenses, histoire de les inciter à la culture de l'excellence, mais aussi soutenir le leadership des jeunes. Cette célébration porte donc en elle le sceau d'une nouvelle vision, celle de fusionner les énergies pour développer le milieu. Djounegnon, c'est la plateforme d'échange créée à cet effet à Kebo, à Glodomé. Les fils de la localité ont donc profité de ces retrouvailles pour ficeler les différentes stratégies destinées à promouvoir des projets de développement inclusif au profit des populations locales. Kebo, à Glodomé, à environ 3 km d'altitude au flanc du mont Agou. Un village historique au cœur du canton de Kebo, au sud de la région des Plateaux. Ici, au pied de la montagne, chaque année, des filles et fils de la localité se donnent rendez-vous pour penser le développement de leur milieu avec les ressortissants de Domepeme, un village voisin. C'est un cadre festif dénommé Djounegnon, 36e du genre, avec de nombreuses réalisations à l'actif. Nous avons acheté un moulin pour faciliter le ménage à nos mamans. Et aussi, nous avons tracé les pistes rurales qui relient les deux villages.
domaine sanitaire, et nous avons construit un WC public. L'ONG GRED nous a aidé surtout dans le domaine agricole et pour le développement de nos champs et surtout les fruits. Il y a le fourrage, il y a les pompes, l'adduction d'eau. Et bien d'autres projets de développement communautaire actuellement en cours. Djounegno, c'est aussi un espace culturel et traditionnel, mieux un exemple de développement inclusif pour le renforcement des liens de fraternité et de solidarité. Depuis que l'État a mis en place les CVD sont venus renforcer cette idée de développement communautaire. J'espère que beaucoup de villages prendront cet exemple. C'est l'occasion pour les natifs de chaque village de revisiter leur culture, leur folklore, leur tradition. Généralement, c'est une fête qui dure 3 jours et qui intègre tous les âges. À l'occasion, les nouveaux bureaux du comité villageois de développement et de la commission de contrôle ont été officiellement mis en place. Fondés au 19e siècle par Agboudra, selon des sources ancestrales, Agbo Domé doit son nom à ces 2 rochers, Agbo et Domé, situés à l'entrée du village. Un reportage de Pierre Souchoupo. Le folklore était également à son compte dans le goût où a été donné le coup d'envoi des festivités marquant Odonchou 2015, un lancement couplé d'un festival de danse traditionnelle. Yves Agdevivi. C'est l'entrée des autorités au stade municipal d'Atakpamé, déjà bondé de monde, qui a donné le ton à l'édition 2015 de la célébration de la fête du Grand Ogou, Odon Ichou, célébration de l'Ignam, première culture du milieu. Cette rencontre annuelle qui donne le ton à la consommation de la nouvelle récolte est une tradition qui vise la cohésion entre les différentes communautés. Objectif, selon le président du comité d'organisation, qui est plus que jamais de mise, vu les nouveaux défis qui s'imposent pour une paix durable entre les communautés. Odon Ichou se veut, pour le présent et pour l'avenir, une fête de l'intégration, de la cohésion et de l'inclusion. Elle veut mettre fin en notre propre sein à toute forme d'exclusion passive ou active ou à la division qui a longtemps nui et continue de nuire gravement à notre mobilisation, à notre bonheur et à notre prospérité. Cette nouvelle vision, conduite sous le regard vigilant de nos chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, nous a conduit à organiser de nouveau cette édition avec la participation active des sœurs et des frères, sans considération d'opinion, d'appartenance politique, ethnique ou religieuse, afin qu'elle soit la fête de tous et de chacun. Voici le moment solennel de l'événement, la dégustation des mets faits à base de la nouvelle récolte d'Ignam. Pour le chef de l'État, Fabrice Dinania Singbe, et par la voix du ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, cette célébration doit être le ferment d'un développement harmonieux et dans le pardon mutuel. Vous conviendrez avec moi que tout en célébrant nos retrouvailles et notre symbiose avec la terre nourricière et les mânes de nos ancêtres, nous gagnerions à faire de l'historique fête d'Odon Ichou le ferment du progrès de notre pays à travers un développement harmonieux. À cet égard, pour y parvenir, nous n'avons pas le droit de laisser prospérer la discorde, mais en revanche, nous nous montrerons dignes bâtisseurs de la cité en tirant meilleur parti de nos différences, qu'elles soient politiques, ethniques, sociologiques, religieuses, etc. L'apothéose de cette célébration a été précédée la veille d'un concours de beauté féminine et dont des prix ont été offerts aux meilleurs, cérémonie au cours de laquelle un honneur particulier a été fait à l'honorable Amétodi Michel et des cadres du milieu pour s'être investis financièrement pour la réussite de cet événement. Les paysans chantent et dansent parce que les récoltes sont bonnes. C'est dû en partie à l'encadrement dont ils ont bénéficié tant au niveau des cultures que de l'élevage.
D'ailleurs, les acteurs du sous-secteur élevage viennent d'échanger à Kara autour des différentes campagnes de vaccination menées depuis le démarrage du projet d'appui au secteur agricole. Nestor Boussou. Avec la mise en œuvre du PASA, projet d'appui au secteur agricole au Togo, 3 campagnes de vaccination ont été effectuées. Les petits ruminants ont été immunisés contre la peste et les volailles contre la maladie de Newcastle. La direction de l'élevage a tenu cette rencontre pour faire le point sur ces 3 campagnes. Les objectifs fixés étaient de couvrir 70% du cheptel, que ce soit des petits ruminants ou de la volaille. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire que nous sommes autour de 90% pour les petits ruminants et nous sommes autour de 80% pour les volailles. Le succès de ces campagnes de vaccination a pu être enregistré grâce à la participation des vétérinaires privés. Tous les 25 vétérinaires privés qui font partie du GVPR se sont jetés dans cette campagne corps et âme et ont vacciné de manière que les objectifs fixés soient largement atteints. Cette réunion sera en même temps de préparation pour la 4e campagne de vaccination. Théoriquement, elle est prévue pour la fin de ce mois d'août. La biosécurité, il en faut aussi pour les cultures d'exportation comme les pommes de terre. Le Rwanda en est le 3e producteur en Afrique subsaharienne, 2 millions de tonnes en 2013. Le gros défi maintenant pour Kigali concerne l'industrialisation de cette filière. Transformer la pomme de terre en divers produits dérivés pour lui offrir plus de débouchés, c'est le vœu des autorités rwandaises. La première et seule usine de transformation de cette denrée est fonctionnelle à Musanze au nord du pays depuis mai 2015. Elle emploie environ 50 personnes et produit par jour 500 cartons de chips pour le marché local et international. Ce qui m'a poussé ici, c'est que premièrement, c'est pas trop cher comparé à d'autres chips qu'on voit ici au Rwanda. Les autres sont venus pas de notre pays, à l'extérieur du pays, mais ces chips sont du Rwanda. Notre district est parmi les premiers producteurs de pommes de terre au Rwanda, même dans la région. Nous avions souvent un problème de marché et maintenant l'usine c'est l'une des solutions. Le Rwanda a produit 2 millions de tonnes de pommes de terre en 2013, une production qui connaîtra une nette progression d'ici 5 ans selon les autorités. Le pays est même le 3e producteur en Afrique subsaharienne après le Malawi et l'Afrique du Sud. Mais l'industrialisation de cette filière est toujours confrontée à un défi majeur. C'est surtout le défi de logistique. Donc on doit importer les emballages parce que si ça doit être biodégradable, on doit les importer d'Europe. Ça parfois ça cause des problèmes de logistique et ça rend que les prix soient un peu élevés comparé à la compétition qui vient de l'extérieur. Le pays vise une production annuelle de 7 millions de sachets de frites. L'usine de Musanze collabore avec 16 coopératives agricoles. Elle compte à long terme extraire de l'amidon et produire des boissons alcoolisées grâce à la pomme de terre. Hiroshima le 6 août, puis 3 jours plus tard Nagasaki, le Japon ne se remet guère des affres des 2 bombes atomiques qui ont décimé sa population en 1945. La commémoration des 110 ans de ce triste souvenir est placée sous le signe d'un combat désormais engagé contre la prolifération de l'arme nucléaire. Voilà, je parlais donc de la commémoration des 110 ans de la bombe atomique sur Nagasaki. Cette bombe a fait plus de 70 000 morts. Aujourd'hui, l'heure est au souvenir. 110 ans après, le Japon est plus que jamais déterminé à lutter contre la prolifération de l'arme nucléaire. 9 août 1945, un bombardier américain B-29 déchire le ciel bleu de Nagasaki. À 11h02 au Japon, il largue Fatman, un monstre de plus de 4 tonnes chargé de plutonium. En quelques secondes, la ville est soufflée. Cette emblématique cathédrale qui sert ici de toile fut détruite comme 80% des bâtiments de la ville. Torumin, survivant, aujourd'hui gardien de cette histoire au musée de la bombe atomique, raconte. C'était une journée ensoleillée. Soudain, il y a eu un flash aveuglant. J'ai d'abord pensé à un éclair, mais j'ai tout de suite réalisé qu'un éclair dans un ciel dégagé, c'était bizarre. 70 ans ont passé, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. 9 août 2015, 11h02 heure locale. 6700 personnes se souviennent. Ils se souviennent des 74 000 personnes qui ont perdu la vie. Dans la foule rassemblée devant la statue de la paix, les représentants de 75 pays, le maire de Nagasaki et le premier ministre Shinzo Abe.
Je renouvelle la volonté du Japon, en tant que seul pays frappé par la bombe atomique, d'être un meneur du mouvement mondial contre les armes nucléaires. Une volonté qui est dans toutes les prières des Japonais. Je prie pour que le monde reste en paix et que la guerre ne se reproduise jamais. Je crois que nous sommes capables, par le dialogue, d'éliminer la guerre et les armes nucléaires. Raconter, commémorer pour que le 9 août 1945 reste dans l'histoire la date du dernier usage d'une bombe nucléaire. Aux États-Unis, l'on redoute une épidémie de légionellose. La pathologie a déjà tué 10 personnes. Plus de 100 patients sont touchés. Le mal serait dû à des tuyaux d'air conditionnés mal entretenus. L'épidémie la plus grave jamais enregistrée à New York. La légionellose s'étend dans la ville américaine. Pourtant, en début de semaine, le maire Bill de Blasio paraissait optimiste et les autorités médicales aussi. Nous sommes optimistes. Nous pensons que nous avons vu le pire de cette épidémie et que nos efforts d'assainissement ont eu un impact. Mais problème, 10 personnes sont déjà mortes. Depuis le 10 juillet, plus de 100 personnes l'ont contracté, 94 ont été hospitalisées. Cette bactérie a été trouvée dans les tours de climatisation de 5 immeubles du sud du Bronx. Les tours ont été depuis désinfectées. Le virus atteint les poumons et ensuite, en fonction des défenses immunitaires et l'état de santé de la personne, il se développe plus ou moins. Si on n'est pas soigné dans les premiers jours, ce sera le début d'une pneumonie. Il faut 2 à 10 jours d'incubation avant que la maladie ne se déclare. Aux États-Unis, plusieurs personnes ont défilé dans les rues de Ferguson pour rendre hommage à Michael Brown, jeune noir américain non armé tué il y a 1 an par un policier blanc. Les manifestants ont arpenté les grandes artères du Missouri, là où les violences ont éclaté après la décision de la justice de ne pas culpabiliser le policier en question. Le pays pourrait même renouer avec les mêmes tensions. Un autre jeune homme noir de 19 ans vient d'être abattu une fois encore par un policier blanc qui l'a pris pour un cambrioleur. Haïti dans la fièvre des élections, plus de 1800 candidats pour 139 sièges à pourvoir au Parlement. Le scrutin permettra également de renouveler les 2 tiers du Sénat. La campagne électorale s'est déroulée dans un climat d'insécurité. La population ne s'est pas vraiment bousculée pour aller voter. Rue de Port-au-Prince remplie d'affiches électorales, sous l'œil indifférent des passants. Avec 1800 candidats et des dizaines de partis en lice, le pays enlisé dans une profonde crise politique organise enfin ses élections législatives. Mais les Haïtiens ont d'autres priorités. Il n'y a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas de clinique. Les pauvres vivent dans la misère et personne ne vient nous aider. Nous n'avons rien ici. Corruption, clientélisme, la politique n'a pas le vent en poupe. Selon les sondages, seuls 15% des électeurs devraient se rendre aux urnes. 5 ans après le sisme qui a fait plus de 230 000 morts et jeté 1,5 million de personnes à la rue, beaucoup de survivants vivent toujours dans une profonde misère. Et même si certains comptaient bien aller voter, encore faut-il pouvoir le faire. Il n'y a aucun bureau de vote ici. Nous n'avons pas les moyens de nous déplacer dans les zones où nous sommes censés aller voter. Nous n'avons pas de travail, du coup nous n'avons pas l'argent nécessaire pour payer les transports et pouvoir voter. Le pays, sans parlement depuis maintenant 7 mois, a fait appel à l'aide de la communauté internationale pour financer ses élections. Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et les 3/4 de sa population vivent toujours avec moins de $2 par jour. Au moment où la jeunesse de Port-au-Prince est déboussolée, les jeunes Togolais membres du parti Obus, eux, sont sereins. Ils veulent s'inscrire dans l'agenda de développement de l'État en prenant une part active aux différents sujets relatifs à la vie socio-économique et politique du pays. Une vision clairement affichée lors de la convention qu'ils ont tenue samedi à Lomé. Pierre Soussoup. La jeunesse solidaire, branchée de l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire Obus, s'engage à jouer sa partition dans le processus de développement du Togo. Elle veut être au cœur de l'émergence du pays. Une position largement clarifiée à l'ensemble de la jeunesse de ce parti à travers cette convention qui a rassemblé des délégués venus de divers horizons.
À l'issue de la convention, un nouveau bureau a été porté à la tête de la jeunesse de ce parti qui fête d'ailleurs ses 7 ans d'existence. La jeunesse togolaise, comme la jeunesse partout ailleurs, est confrontée à beaucoup de défis et nous pensons qu'avec ce nouveau bureau, nous allons relever ces défis. Pour le président national du parti, nul ne doit être en retrait par rapport au quinquennat du chef de l'État axé sur un programme social. Pour moi, ce quinquennat, il est décrété social, mais il faudrait également qu'il comporte une forte dimension de toute façon d'intérêt de notre jeunesse. En cela, au but, en tout cas, apportera des contributions pertinentes pour éclairer le pouvoir public sur l'orientation qu'il faut donner pour que la jeunesse togolaise soit celle-là qui réalise l'émergence dans notre pays. C'est un nouveau départ pour les jeunes de cette formation politique qui entendent définir des stratégies innovantes pour emporter l'adhésion de tous ceux et celles qui hésitent encore à s'engager en politique. De son côté, l'UPRAD Togo part également sur de bonnes perspectives. Les professionnels agréés en douane viennent de renouveler leur instance dirigeante. La corporation entend s'illustrer davantage comme un partenaire crédible de l'Office togolais des recettes. Luc Assis, Gérard Lagoudou. L'Union professionnelle des agréés en douane UPRAD Togo fait peau neuve. Cette journée de travail marquée par beaucoup de suspense a débouché sur l'élection de Kodjo Yves Badassou. Tête de la liste, Espérance, le nouveau porte-flambeau de la dite institution, compte défendre l'intérêt général de la profession à l'échelle nationale et sous-régionale grâce à la mise en œuvre effective de son programme. Pour que nos objectifs soient atteints, il faut que ce soit avec la participation de tous les membres. Et pour cela, nous avons besoin d'une union assez forte, une cohésion, une unité entre nous pour que nous puissions arriver à ces objectifs. Au niveau de l'OTR, nous devons être un interlocuteur crédible, valable, qui puisse discuter de certains problèmes qui commencent par se poser à notre profession. Conscient de la contribution de ce secteur dans l'économie nationale, le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo et la représentante de l'Office togolais des recettes ont exhorté le nouveau bureau exécutif à poursuivre avec détermination la mission de l'équipe sortante, ce qui fera de ce secteur un des pourvoyeurs d'emploi. Ils ont aussi exprimé la satisfaction du gouvernement pour la bonne tenue des précédents états généraux, premier du genre dans l'histoire de la profession. Ce nouveau mandat a une durée de 3 ans renouvelable. Vous l'avez sans doute suivi samedi en direct, la finale de la CAN Maracana 2015, c'était samedi à Lomé. Le Togo a remporté le trophée au niveau des vétérans, tandis que la Côte d'Ivoire confirmait sa suprématie sur le Burkina. Du côté des seniors, 6 pays de la sous-région ont participé à la compétition. Le récit de Tien Piutpa. Malgré leur détermination à la finale, les Maracaniers vétérans togolais en jaune ont dû attendre la fatidique épreuve des tirs au but pour barrer la route du sacre à leurs adversaires de la Côte d'Ivoire. Les Togolais ont réussi 3 tirs contre 1 pour les Ivoiriens. 0 but partout à la fin des 20 minutes de confrontation. Ayant perdu la bataille chez les vétérans, les Ivoiriens en orange se devaient de sauver l'honneur pour ne pas rentrer bredouille. C'est ce qu'ils ont fait du côté des seniors en battant proprement les Burkinabés par 2-0. Le Togo a certes gagné le pari de l'organisation, mais c'est le Maracana qui reste vainqueur en fin de compte. L'Afrique vient de montrer l'exemple de sa maturité, de mémoire donc de Maracanier. C'est la toute première fois qu'une chaîne nationale retransmet en direct, coup sur coup, 2 finales, celle des vétérans et celle des seniors. Le Togo, la République du Togo a fait très fort. Nous sommes satisfaits. L'organisation a été parfaite, comme l'ont dit nos pères et le public. Nous aurions bien pu faire mieux. J'invite tous mes compatriotes amoureux du sport de connaître ce sport et de savoir en fait que c'est un sport très fédérateur. Donc, c'est un sport qui soude beaucoup les liens entre les hommes. C'est en vue d'accompagner cet esprit du Maracana que Togocel est toujours là. L'esprit du fair play nous a plu dans ce genre d'activité, ce genre de sport. Vous savez que on dit
dans leur jargon, qui jouent de 7 ans à 117 ans. Donc, retrouver des jeunes, des cadres, des personnes âgées autour du sport, c'est vraiment travailler dans le fair play. Et donc, cet événement intéresse beaucoup Togo Cellulaire. Comme à la fin de toute compétition, des récompenses ont été remises à l'équipe Fair Play le Mali, aux meilleurs buteurs vétérans et seniors, à diverses personnalités et aux champions dans les 2 catégories. Le Burkina Faso accueille la 5e édition en 2016. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.